Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur la rage. Donc pour cela, j'aimerais d'abord rendre hommage à notre maître, le professeur Ayayi Akakpo et le professeur Riana Alambeji pour tout le service inestimable qu'il nous a rendu lors de notre formation. J'aurais bien voulu aussi que ce cours se passe sous forme de podcast avec mon ami Moru Munkela. Je sais toute la passion qu'il a pour la rose et pour la rage, autant pour moi, qu'à cela ne tienne. Je vais me donner l'obligation de faire ce cours avec l'espoir que je saurai le faire, car il s'agit d'une lourde responsabilité. Donc tout naturellement, je vous propose le plan suivant, que le plan d'une maladie infectieuse. On va passer par la définition, l'agent étiologique, la pathogénie, la clinique, le diagnostic, le traitement et la prévention. En introduction, nous dirons que la rage est une maladie infectieuse, contagieuse, due à un virus de la famille des rhabdoviridae et du genre Lyssavirus, qui affecte les mammifères, y compris l'homme. Donc c'est une zoonose. Ce virus s'attaque au système nerveux central et provoque des symptômes nerveux, tels que de l'agressivité, des troubles nerveux, de la paralysie, de la confusion et de l'hydrophobie, autrement dit le fait de craindre l'eau, particulièrement chez l'homme. Il faut dire que la rage est généralement transmise par la salive d'animaux infectés, le plus souvent par morsure. Les animaux les plus associés à la transmission de la rage sont le chien, le chat, mais le renard peut aussi transmettre la rage. Dans ce cas, on parle de la rage vulpine, mais aussi les chauves-souris. Dans ce cas, on parle de la rage des chiroptères. La rage est une maladie évitable grâce à la vaccination des animaux domestiques et sauvages, ainsi que la prévention en évitant le contact avec les animaux sauvages et les animaux errants. Toutefois, la rage cliniquement déclarée conduit inéluctablement à la mort. Il faut dire que selon les données de l'Organisation mondiale de la santé, environ 59 000 décès humains dus à la rage sont recensés chaque année à travers le monde, particulièrement en Asie et en Afrique. Les groupes les plus à risque, ce sont surtout les enfants de 5 à 14 ans qui sont les plus fréquemment victimes de la rage et ils représentent environ 40% des décès attribuables à la rage humaine. Pour ce qui est du coût de la maladie, il faut dire que le coût mondial de la rage est estimé à 8,6 milliards de dollars chaque année. Et pour ce qui est de la prophylaxie post-exposition, plus de 29 millions de personnes dans le monde sont vaccinées contre la rage humaine chaque année après exposition. Et l'Organisation mondiale de la santé vise à mettre fin aux décès humains dus à la rage transmise par les chiens aux environs de 2030, autrement dit dans 5 ans, grâce à une approche qui est l'approche One Health ou l'approche Un monde, une seule santé. Donc là, nous voyons un chien qui est enragé. Regardez comment est-ce qu'il a ouvert sa gueule, comment est-ce qu'il montre ses canines, ses carnassières. Regardez comment est-ce que le museau s'est retroussé. Regardez le regard. C'est vraiment de l'agressivité. Parlons à présent de l'agent étiologique. Il faut dire que l'agent étiologique de la rage est un virus appartenant à la famille des rhabdoviridae et du genre Lyssavirus. Le virus de la rage est un virus à ARN monocaténaire et il affecte les mammifères, y compris l'homme. Donc, comme je le disais, c'est une zoonose. Il est transmis principalement par la salive d'animaux infectés et généralement par morsure. Le virus se replique dans les cellules nerveuses et provoque une inflammation du cerveau et du système nerveux central, entraînant des symptômes caractéristiques de la rage. Comme on dit, mieux vaut voir une seule fois que d'entendre plusieurs fois. Là, nous avons le virus de la rage, qui est un virus qui ressemble à une balle de fusil. Et oui,
D'un point de vue structure, donc là, nous avons l'ultrastructure du virus de la rage. Nous avons dans un premier instant l'ARN monocaténaire. À côté de l'ARN, il y a l'ARN polymérase. Et ensuite, nous avons l'enveloppe, qui est une enveloppe constituée de deux couches phospholipidiques. Et dans l'enveloppe, il y a des glycoprotéines qui sont intégrées dans l'enveloppe, mais aussi des protéines de la matrice. Parlons à présent de la pathogénie. D'un point de vue répartition géographique, il faut dire que la rage est une maladie cosmopolite. Vous allez la trouver dans tous les continents, à l'exception de l'Antarctique. Il faut dire quand même que la rage est présente dans plus de 150 pays et territoires, et principalement ceux de l'Asie et de l'Afrique. Ici, nous avons la carte de la répartition de la rage, avec plus la couleur est rouge, plus l'incidence de la maladie est importante. Et nous voyons, c'est surtout les pays de l'Afrique, tels que le RDC Congo, tels que le Nigeria, tels que le Niger, le Mali, l'Éthiopie, la Tanzanie, et nous voyons bien l'Inde qui est affectée aussi. Le Pakistan, qui sont colorés en rouge orangé. Il faut dire, en ce qui concerne les groupes cibles, il s'agit d'une maladie tropicale virale, zoonotique et négligée. Elle entraîne des dizaines de milliers de décès, particulièrement chez les enfants de moins de 15 ans, et représente 40% des décès attribuables à la rage. Pour ce qui est de la transmission, la rage est transmise à l'être humain et à l'animal par la salive, généralement par des morsures ou bien des égratignures ou bien des contacts avec les muqueuses. C'est l'occasion d'évoquer la souche fleurie qui a permis de produire le vaccin vivant atténué qui est du nom d'une miss, je pense une miss américaine, et qui serait contaminée par son chien. En ce qui concerne la responsabilité des animaux qui transmettent la maladie, c'est surtout le chien qui est le plus indexé. Les chiens sont responsables de la transmission dans 99% des cas de rage humaine. Pour ce qui est du mode de transmission, le virus se transmet par morsure, par griffure et par contact avec la salive infectée. Il faut dire que la transmission par les chauves-souris est une nouvelle menace, particulièrement dans certains pays comme l'Australie, mais aussi dans des pays comme ceux de l'Europe de l'Ouest. En ce qui concerne la rage, le mode de transmission, il faut dire que la rage peut être contractée par inhalation d'aérosols contenant le virus. Elle peut être contractée par consommation de la viande crue. Elle peut être contractée par consommation de lait d'animaux infectés. Et enfin par transplantation d'organes. Donc voilà, il faut faire très attention pour ce qui concerne les différents modes de transmission. C'est très important lorsqu'on est appelé pour une investigation pour savoir que la transmission peut se faire lors d'un transfert d'organes. Je pense qu'il y a eu un cas en Égypte, quelqu'un qui a reçu une transplantation de la cornée alors que le donneur fut exposé et plus tard, celui qui a reçu la cornée a manifesté la rage cliniquement. La consommation de lait, oui, la glande mammaire est une glande très vascularisée et le virus peut être excrété par le lait. La consommation de viande contaminée, mais aussi par aérosol, lorsque les aérosols contiennent le virus. Pour ce qui est de la transmission interhumaine par morsure ou par salive, théoriquement elle est acceptée, mais il faut dire qu'elle est rarement, sinon jusqu'à présent elle n'a pas encore été confirmée. Donc c'est pour cela qu'on dit que la rage est une zoonose bornée. Autrement dit, une fois que le virus arrive chez l'homme, le plus souvent c'est le cul-de-sac car l'homme finit par mourir et c'est rare que l'homme morde son confrère. Là, nous avons l'image d'un enfant qui a été mordu par un chien.
Et regardez la violence avec laquelle l'enfant a été mordu. C'est comme si on lui a inoculé carrément le virus. Là, nous avons un chien atteint de rage. Nous voyons bien comment est-ce qu'il a un regard vif, hagard. Il aboie et il bave. Là, nous avons un chat qui manifeste de l'agressivité. Pour ce qui est de la pathogénie, il faut dire qu'une fois que un animal a été inoculé, la période d'incubation, elle est très longue. Elle peut aller de 12 jours jusqu'à 6 mois en moyenne, sinon voire même 1 an, avant que les signes cliniques n'apparaissent. Donc ça, c'est la période d'incubation. Et ensuite, une fois que la maladie est cliniquement déclarée, la période clinique, elle est très très courte. Elle varie de 2 à 10 jours. Pendant la période présymptomatique, il faut dire qu'il y a une période pendant laquelle l'animal infecté n'est pas infectieux, mais à partir d'un certain moment, il commence à excréter le virus dans la salive, bien avant que les manifestations cliniques n'apparaissent. Donc, avant cette phase d'excrétion, il n'est pas infectieux, mais dès qu'il commence à excréter le virus, il est infectieux jusqu'à l'apparition des signes, et de l'apparition des signes jusqu'à la mort, autrement dit la fin de la maladie, il est infectieux. À présent, voyons quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette pathogénie. 1. La période d'incubation, elle est très longue. Elle peut aller jusqu'à 6 mois en moyenne, mais jusqu'à 1 an. Le virus est excrété avant même l'apparition des signes cliniques. On parle alors de phase présymptomatique de la maladie. Pendant ce temps, le virus progresse du point d'inoculation de ce virus pour évoluer vers le système nerveux central. On parle de phase de neuroprobatie. Il faut dire aussi qu'il y a une période entre le début d'excrétion du virus et les signes cliniques. Cette période, elle est infectieuse. Pour ce qui est du chien, le chien est contagieux pendant la phase de virémie. Autrement dit, depuis l'expression du début d'excrétion du virus jusqu'à la déclaration de la maladie et du début des signes de la maladie jusqu'à la mort. Et une fois que les signes se manifestent, la durée, autant pour moi, de la rage, autrement dit la durée de la maladie, elle est très courte, 12 jours en moyenne. Donc ce qui fait que le temps pendant lequel on peut mettre en observation un chien suspect de rage peut être défini d'environ 15 jours, car le plus souvent, au maximum 10 jours après les signes cliniques, la maladie tue le chien. J'aimerais parler un peu d'un point très essentiel, c'est la population canine. Et est-elle un réservoir ou bien c'est le chien qui est le réservoir? À ce niveau, j'aimerais parler d'un phénomène qu'on appelle le phénomène dynamique du virus de la rage. En effet, le virus rabique survit grâce à un phénomène dynamique. Il survit par passage d'un sujet atteint à un sujet sain. Il s'agit pour le virus de se propager dans la population sensible moins vite que ne se renouvelle la réceptivité de la population. Le chien, en absence de tout signe, peut mordre et transmettre le virus. L'incubation de la rage est en moins de 6 jours à 1 an. C'est ainsi qu'on qualifie la population canine de réservoir à titre collectif, car le chien lui-même n'est pas réservoir et il meurt de l'infection. Si bien que c'est toute la population canine qui est qualifiée de réservoir. Donc, une fois de plus, c'est un concept très important qu'il faut garder. C'est toute la population qui est un réservoir, car le virus persiste dans la population par ce mécanisme dynamique qu'on appelle le phénomène dynamique du virus de la rage. Donc là, nous avons le cycle de la transmission. Le plus souvent, ce sont les carnivores sauvages, en particulier les renards, qui contaminent les chiens domestiques ou les animaux domestiques,
Et à leur tour, les animaux domestiques, en particulier le chien et le chat, contaminent l'homme. Parlons à présent de la clinique. Il faut dire que la rage est polymorphe. Autrement dit, les manifestations cliniques de la rage sont très variables. Mais il existe deux principales formes. Il y a la rage furieuse et il y a la rage paralytique qu'on appelle aussi la rage mue. Dans la rage furieuse, l'animal présente les signes suivants. 1. Il a des troubles nerveux, il a une irritabilité autant pour moi. Il manifeste de l'agressivité et il peut mordre. Le chien présente aussi de l'hallucination. Il présente de la morsure dans le vide ou bien il peut mordre même des objets. Et pendant ces aboiements intenses, on constate qu'il bave beaucoup. Il a une certaine susceptibilité à la lumière ou au bruit et il y a une certaine modification de son aboiement. On parle alors de cri rabique. Et comme je le disais, les manifestations cliniques de la rage sont de courte durée. Le plus souvent, la mort s'ensuit chez l'animal atteint dans un délai de 10 jours. En ce qui concerne la rage mue, autrement dit la rage paralytique, elle est caractérisée par un animal qui est léthargique. Deux fois, il peut présenter des incoordinations motrices, ce qui fait qu'il peut sortir et en ce moment, il peut être renversé par un accident de la route. Et il va mourir de suite de l'accident. Donc, il ne faut pas perdre de vue deux fois qu'un chien renversé par un animal, c'est parce qu'il a perdu de sa vigilance, il a perdu de ses réflexes, des réflexes de vue, mais aussi des réflexes de fuite. C'est pour cela qu'il est renversé par la voiture. Il faut aussi dire que la rage n'est pas une maladie hyperthermisante. Là, nous avons des images d'illustration. Nous voyons l'agressivité de ce chien avec la bave. Là, une fois de plus, nous voyons tout le trismus, la gueule qui est écartée, les crocs qui sont saillants. Le chien constitue véritablement une menace. Là, nous voyons bien, carrément, c'est une attaque. Et là, nous voyons bien qu'il arrive à mordre quelqu'un. Et là, c'est la mort qui s'ensuit. Parlons à présent du diagnostic. Il faut dire qu'il y a deux approches pour ce qui concerne le diagnostic de la rage. Il y a le diagnostic clinique et le diagnostic laboratoire. Le diagnostic clinique est basé surtout sur les observations des symptômes, mais aussi et surtout sur les antécédents d'exposition. Pour ce qui est de l'observation des signes, si le chien est mis en observation, il y a le signe du bâton qui est positif. Autrement dit, si on lui présente un bâton, il va mordre sans hésiter, ce qui est un signe pathognomonique de la transmission de la rage. Pour ce qui est du diagnostic de laboratoire, le test de confirmation se fait par immunofluorescence. Il se fait aussi aujourd'hui par les techniques de biologie moléculaire, en particulier la réaction de polymérisation en chaîne. Les prélèvements sont surtout la tête du chien, mais aussi on peut faire le prélèvement du corps du négri. Et de nos jours, au niveau de la rage humaine, un simple lambeau de peau au niveau de la nuque permet de mettre en évidence le virus et de le génotyper. C'est l'occasion de remercier infiniment Dr Gado du pavillon Raymond Madras avec lequel nous avons fait une publication très importante où nous avons pu mettre en évidence pour la première fois le virus de la rage. Par les techniques de la biologie moléculaire, mieux on est parvenu à séquencer et à voir la lignée du virus qui circule au Niger. Dr Moreau faisait partie de l'article et ce fut un réel plaisir de travailler avec lui. C'est lui d'ailleurs qui l'a soumis à GID, Journal of Infectious Disease du CDC Atlanta. Parlons à présent du traitement, ou plutôt de la prise en charge post-exposition. Une fois que vous êtes exposé à une morsure de chien ou à une griffure de chat, il faut laver rapidement avec l'eau savonneuse. Ensuite, vous partez au niveau des structures de santé qui peuvent décider, selon que l'animal mordeur soit vacciné et qu'il y a une vaccination à jour ou pas, on peut décider de vous faire une vaccination à chaud.
Autrement dit, vous faire la vaccination après l'exposition et on peut aussi vous faire de la sérothérapie, autrement dit de l'injection d'immunoglobulines. Là, nous avons le vaccin antirabique. Là, nous avons le vaccin antirabique pour les animaux. Parlons à présent de la rage. Il faut dire que la vaccination des chiens, y compris des chiots, dans le cadre de programmes de vaccination de masse, est la stratégie la plus rentable pour prévenir la rage chez les humains. Les principales mesures de prévention sont 1. La vaccination des chiens et du chat. 2. Le contrôle de la population des chiens errants. Et là, ça me rappelle quand j'ai voyagé à l'Institut Pasteur de Madagascar, on était arrivé la nuit. Et quand on a pris le taxi, la navette qui me conduisait à l'Institut Pasteur, j'ai été surpris par le nombre de chiens qu'il y avait à Madagascar. Ouh là là! Ils pullulaient la nuit. Il faudrait aussi vacciner les animaux sauvages, en particulier les renards, grâce à des appâts et à des hélicoptères qui vont déposer les appâts permettant de les vacciner. Il faut vacciner les animaux domestiques, en particulier le chien et le chat. C'est l'occasion de faire un coucou à tous nos amis du groupe Nos Compagnons Chiens et Chats. Et je vous recommande et je vous conseille vivement à vacciner vos chiens, à faire en sorte que vos chiens aient une vaccination à jour. Cela non seulement permet de protéger votre chien, 2, ça permet de vous protéger vous-même, 3, ça permet de vous protéger votre femme et vos enfants, car les enfants aiment jouer beaucoup avec les chiens, mais aussi et surtout, comme j'aime souvent le dire, cela permet de vous protéger contre un procès judiciaire. En effet, lorsque votre chien mord un enfant, le père de l'enfant va prendre son enfant et l'amener au pavillon Raymond Mandras de l'hôpital. Le médecin va demander est-ce que le chien mordeur est vacciné ou pas. On va vous demander alors de bien vouloir remettre le carnet de vaccination. Eh bien, si vous n'avez pas le carnet de vaccination, on sera obligé par principe de précaution de mettre l'enfant sous sérothérapie et avec une vaccination à chaud. Et cette prise en charge est beaucoup plus chère que la vaccination chez le chien qui se fait en une seule dose à 10 000 francs, ce qui fait que ça vous revient pratiquement à moins de 1 000 francs par mois. Il y a aussi le volet éducation du public qui est très important pour prévenir la rage. Lorsque le chien mordeur, il sera conduit au niveau des autorités vétérinaires qui vont le mettre en observation. La durée de mise en observation est de 15 jours. Et là, nous avons la courbe qui nous permet de voir que plus on s'éloigne, ou plutôt plus on s'approche du délai de la mise en observation, plus la probabilité que le chien ne soit pas contaminé est immense. Donc, comme je le disais, si le chien était malade, la maladie dure le plus souvent 10 jours. Donc, si on arrive à 8 jours, sans pour autant qu'il présente des signes, donc il y a de fortes probabilités qu'il ne soit pas contaminé. Et plus on s'approche du 15e jour, plus la probabilité qu'il ne soit pas contaminé est d'autant plus grande. Nous voyons une probabilité de 80% à partir du 13e jour. Et lorsqu'on arrive pratiquement vers le 15e jour, il y a pratiquement 100% de chances qu'il ne soit pas contaminé. Car s'il l'était, il allait mourir avant le 10e jour. Donc, en conclusion, je dirais que vaccinons nos compagnies et nos compagnons. Il est important de prévenir la rage par la vaccination, mais aussi de diagnostiquer rapidement toute exposition au risque de rage. L'Organisation mondiale de la santé vise à mettre fin aux décès humains dus à la rage grâce à une approche One Health qui repose sur la vaccination de masse des chiens, qui repose sur l'accès à la prophylaxie post-exposition, à la formation des soignants, à l'amélioration de la surveillance et à la prévention des morsures en sensibilisant les communautés. Donc pour toutes ces raisons, je recommande à nos amis du Club Mondial Niger de vacciner nos compagnons, de vous protéger et de protéger aussi
votre entourage, autrement dit, votre femme et vos enfants en vaccinant vos chiens. Donc voilà ce que j'ai bien voulu partager avec vous. Je vous remercie infiniment de rester à notre compagnie. J'ai utilisé des références, en particulier celle de l'Institut Pasteur de Paris, pour la simple raison que il faut aussi remercier lui Pasteur, puisque je suis pasteurien, mais aussi et surtout pour les efforts de lui Pasteur pour la mise au point du premier vaccin contre la rage. J'ai aussi utilisé les références de l'Organisation mondiale de la santé qui m'ont permis de faire cette présentation. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. S'il y a des questions, j'ai la ferme conviction que ce sera une présentation qui sera très houleuse. Donc, n'hésitez pas à poser les questions au niveau des commentaires et on se fera l'obligation de répondre à vos questions. Nos chers maîtres, n'hésitez pas aussi de nous compléter. Le professeur Ayayi Akakpo, Rihanna Alambeji, docteur Moro Munkela, mais aussi tous les confrères du groupe Medvet. On fait ces cours juste pour un rappel, mais on les fait aussi pour la postérité, pour nos enfants, pour nos petits frères, car chacun doit apporter sa pierre à la construction du Niger, à la construction de l'Afrique. Donc voilà ma modeste pierre. Sur ce, je vous remercie et à la prochaine.